Rebonjour. Donc maintenant, à titre d'animateur, laissez-moi m'installer. On démarre. On a la chance ce matin d'avoir plusieurs acteurs. Je parlais tout à l'heure de nos parties prenantes, des acteurs qui doivent contribuer, de rassembler tous les joueurs de l'industrie. Ce sera un très bel exemple en début de journée parce qu'on a réussi à rassembler une belle cohorte de panélistes qui représentent à peu près tous les secteurs de l'industrie pour discuter, pour échanger à travers certaines questions. Et je vous le mentionne déjà d'avance, préparez vos questions. Si vous souhaitez prendre la parole, je vais vous interpeller dans quelques instants. J'ai bien sûr quelques questions déjà préparées de mon côté, mais je veux quand même vous laisser la chance d'échanger avec nos panélistes. On s'ajuste, on est flexible, il y a les aléas de la vie qui sont là. Donc, vous allez le voir, vous allez le constater dans la programmation. Il y a des petites modifications qui ont été faites. Il y a des personnes qui devaient être avec nous ce matin, notamment, je pense à Daniel Langlois, je pense à Annick Bédard, qui devaient être avec nous, qui ont eu des petites contraintes de leur côté. Donc, je les salue quand même au passage. Et on démarre le tout. Donc, tout le monde est bien installé, ça va? Il y a une chaise pour tout le monde? Bon, il y en a des plus confortables que d'autres. Ouais. Alors, je vous explique un peu la thématique de ce premier panel. On l'a mentionné tout à l'heure, on a la commande gouvernementale maintenant de déployer le BIM dans l'ensemble des projets publics de façon progressive depuis 2021. Mais il y a quand même beaucoup d'expérience qui est déjà là, présente au sein de l'industrie. Le BIM ne date pas de 2021. On est plusieurs acteurs ici aujourd'hui d'être vraiment activement impliqués depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant à déployer le BIM de différentes façons au sein des organisations, au sein des projets. Et c'est de ça qu'on va discuter ce matin et des bénéfices concrets qui sont vécus à travers ce déploiement-là, à travers les organisations et les projets. Peut-être je vais me lancer avec une première question d'entrée de jeu. Effectivement, on est là pour parler des bénéfices, de l'efficience qu'on va chercher à travers le déploiement du BIM, notamment, entre autres, en ayant accès à de l'information plus fiable en cours de projet, à toutes les étapes du projet. Ça nous permet également, c'est le souhait qu'on a, de découvrir plus rapidement les problématiques, les erreurs qui pourraient survenir plus tard en chantier. C'est bien connu. Le BIM nous permet également d'avoir une meilleure communication entre les acteurs d'un projet, du moins c'est ce qu'on espère, et c'est ce qu'on va vérifier avec nos panélistes ce matin. J'ai le goût de vous lancer la première question. Avez-vous des exemples de ces bénéfices d'application du BIM que vous avez vécu concrètement à l'intérieur soit de vos projets ou soit à l'intérieur des organisations? J'aurais envie de commencer peut-être avec Jean-Pierre Rivard. Merci, Steve. Je vais répondre à la question en utilisant deux approches, en fait. Donc, en mettant mon chapeau concepteur, évidemment, une des premières choses pour nous, le fait de modéliser, on ne va pas se cacher, c'est un travail additionnel dans le sens, ça demande plus d'efforts que lorsqu'on faisait des dessins au niveau AutoCAD. Donc, il faut peupler plus d'informations pour donner des hauteurs pour chaque composante. Donc, il y a un peu plus de travail à faire à ce niveau-là. Par contre, l'idée pour nous, c'est de dire, on a un modèle 3D qui est riche en informations qu'on peut utiliser pour faciliter certaines activités d'ingénierie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on décortique nos méthodes de travail. Donc, on regarde les processus d'ingénierie traditionnels, puis c'est de voir comment on peut utiliser le modèle pour faciliter certaines parties de notre travail. Donc, est-ce qu'on est capable d'aller récupérer de l'information géométrique, par exemple, pour faire nos calculs de charge, faire nos calculs de perte de pression sur les réseaux de tuyauterie ou de ventilation? Est-ce qu'on peut utiliser cette information-là aussi si on construit le modèle intelligemment pour contrôler la qualité du design? Donc, vérifier que nos dimensionnements sont faits de la bonne façon. Donc, il y a beaucoup de gains à faire de ce côté-là. Donc, si on est habile, il y a toutes sortes d'opérations qu'on peut automatiser. Moi, je ne perds plus mon temps à placer des tailles de gicleurs, par exemple, dans une maquette. Je suis capable de me servir du modèle puis de créer des programmes qui vont me permettre d'accélérer certaines étapes du travail. À ce moment-là, je suis en mesure aussi de dire, au lieu de mettre mes efforts sur ces tâches-là qui sont longues, qui n'apportent pas nécessairement une valeur ajoutée très élevée au projet, sont nécessaires, là, mais ce que je veux, c'est que mes concepteurs puissent se concentrer sur la coordination et éventuellement sur l'optimisation des solutions. Donc ça, c'est mon chapeau concepteur. Si je mets mon chapeau opérateur,
quand on a accès à un modèle riche en informations, on est en mesure de donner cette information-là à nos équipes d'opération qui vont pouvoir l'utiliser pour rendre leur propre processus plus efficace. Donc, moi, j'ai la chance d'être dans un environnement où je fais un peu des deux. On opère des bâtiments à l'échelle du pays, puis on a monté nos propres jumeaux numériques dans certains contextes, justement parce qu'on est convaincu que ça nous donne un edge pour être plus efficace. Puis dans la majorité de ces contextes-là, ben, l'idée, c'est aussi de s'assurer que les services qu'on donne à la population, que ce soit dans un hôpital ou que ce soit des projets du type transport, bien, on veut s'assurer que le service va être là, qu'on n'aura pas des pannes, qu'on n'aura pas des équipements, des aiguilleurs qui vont nous lâcher au mauvais moment là, en pleine heure de pointe. Donc, d'avoir l'information, d'avoir une information qui est riche, donc tout ce qui concerne les produits qui sont installés, ça nous donne une bonne base de départ après ça pour monter un vrai jumeau numérique là, qui nous donne vraiment un avantage significatif là, au niveau des opérations. Merci Jean-Pierre, très intéressant. Donc je comprends que c'est une réflexion à avoir pour aller chercher les avantages spécifiquement à notre processus d'affaires pour répondre et nous amener de l'efficacité à travers ça. Je trouve ça fort intéressant. Peut-être Pascal, je te ferai intervenir aussi là-dessus. Quand vous m'avez appelé la semaine dernière pour en parler, j'avoue que je ne m'étais jamais vraiment posé la question sur les bénéfices pour essayer d'établir une liste finalement de ces bénéfices-là, mais je gravite autour du BIM depuis 2005, donc ça m'a permis de me rappeler ça. Donc c'est quand même assez... ça fait longtemps. Les bénéfices sont immenses, puis ils ne cessent d'augmenter finalement. Il y en a de plus en plus. Un des premiers auxquels je pense, c'est la démocratisation de l'accès à l'information. En fait, tout le monde peut avoir accès presque à tout moment aux données du projet. Ça fait en sorte que on a maintenant un processus qui est beaucoup plus inclusif. Donc, on a perdu fort heureusement le travail en silo, où on travaille chacun sur nos réseaux locaux en partageant juste au moment où on juge que c'est pertinent de le faire. Je pense que ça, c'est vraiment une des grandes forces du BIM. Évidemment, avec la venue du cloud et la centralisation de cette donnée-là, on peut travailler n'importe où, n'importe quand, en temps réel. C'est de plus en plus vrai. De plus en plus de professionnels accèdent à ces plateformes-là puis nous permettent d'avoir la donnée fiable en tout temps. Ça fait une grande différence sur la qualité des projets qu'on fait. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle on fait du BIM, c'est ça essentiellement, c'est d'améliorer la qualité des projets qu'on fait. Sinon, je vois pas ce serait quoi vraiment l'utilité de le faire. La collaboration, je pense que ça a été dit, c'est vraiment essentiel, puis c'est grâce au BIM qu'on arrive à mieux collaborer. Je pense que je pense qu'on peut parler d'une plus grande productivité, même si, oui, ça a été dit, ça demande beaucoup plus d'efforts en amont. On a des outils maintenant qui aident à automatiser des tâches pénibles, des tâches cléricales que personne n'a envie de faire. Ça nous permet vraiment de se concentrer sur les tâches qui ont réellement une valeur ajoutée pour les projets. Je pourrais continuer longtemps sur cette liste-là, mais je peux dire que je vois quand même une évolution, puis je suis vraiment un optimiste, là. J'ai l'impression qu'on va arriver à faire de meilleurs projets finalement, grâce à ces technologies, puis grâce à l'adhésion. Merci Pascal. Peut-être vision, oui? Si je peux parler pour moi, c'est Jericho, un entrepreneur général, puis je vais profiter du panel parce que je suis avec M. Desrosiers, à laquelle on a travaillé sur le premier projet de la feuille de route BIM, sur le projet de poste des Irlandais. Autant pour nous autres, chez Jericho, c'était aussi notre premier projet majeur du BIM, puis je vais y aller un peu plus dans le concret de qu'est-ce qui se passait sur le chantier, comment on a pu voir les bénéfices d'un projet BIM. Sur la planification. Rapidement, je me suis aperçu que mes gens à l'intérieur qui étaient sur le chantier se sont appropriés la maquette, se sont aperçus que on pourrait projeter la maquette pendant qu'on fait les planifications 3 semaines pour savoir quel intervenant devait passer avant.
puis dans la séquence qui devait passer. Autant pour voir les risques aussi, parce que si on parle avec les gens d'Hydro-Québec, je pense que déterminer les risques qu'on avait à faire sur le chantier, en voyant visuellement qu'est-ce qu'on allait construire, on voyait aussi tout de suite les enjeux de risque de santé et sécurité qu'on pouvait avoir. Au niveau opérationnel, durant le moment où on construisait, mais ça l'a aussi beaucoup amélioré, je vous dirais, tout ce qu'il y a de mon équipe de supervision, de savoir, parce que nous autres, on est entrepreneur général, puis là, on a un projet sur, mettons, 60 millions, puis on a plusieurs sous-traitants à surveiller, à s'assurer qu'ils font bien leur travail dans le temps pour respecter l'échéancier. Rapidement, je me suis aperçu que les gens de mon équipe de supervision pouvaient facilement vérifier l'avancement de mes sous-traitants, vérifier où est-ce qu'on en était vraiment, est-ce qu'ils ont vraiment tout réalisé les travaux qui devaient se faire dans telle ou telle pièce ou dans telle partie du bâtiment. Fait que ça a été aussi un grand gain au niveau opérationnel de comment que ça se passait. Fait que ça nous a évité plusieurs petites erreurs de dire « Ah, le gars de ventilation, il a passé, mais il aurait fallu que le gars d'électrique passe avant. » Exemple. Vous l'avez tout dessus. Ensuite, au niveau de la fin, lorsqu'on arrive dans la période aussi de supervision lorsqu'on arrive à la fin pour faire les déficiences, déterminer s'il y avait des fait que là, ce qui était aussi plus facile de savoir, c'est est-ce que tout le monde avait fait leur travail dans chacune des pièces pour faire les inspections de chantier. Fait que ça, je voulais surtout vous parler, moi, de la partie un peu plus concrète de qu'est-ce que ça se passait sur le chantier. C'est d'avoir de l'information en temps réel, comme tantôt il disait, qu'on avait tous ensemble la même information au même moment. Lorsqu'on arrivait avec les gens d'Hydro-Québec pour faire une inspection, on pouvait pas dire j'avais pas l'information. On avait tous la même information pour fermer le projet. Fait que moi, là-dessus, je voulais juste vous parler un peu plus de la partie chantier, mais je pense que je vous laisserai un peu... si je peux rajouter, en fait, ils ont fait un excellent travail. Ce qu'on demande, nous, sur les chantiers, on demande aussi d'augmenter le niveau de détail des conceptions. Donc, c'est-à-dire les concepteurs, par exemple, comme Jean-Pierre ici, fort probablement, s'il fait une conception de plomberie, il n'aura peut-être pas nécessairement mis tous les coudes, tous les éléments. Tu sais, on sait que le tuyau prend cet espace-là. Puis ensuite, ça sera souvent, comme ici, ce qu'on parle, c'est un sous-traitant qui, lui, on demande d'augmenter les niveaux de détail. Donc, ça permet non seulement pour eux de sortir facilement les listes de matériel, etc., pour faire les acquisitions, mais ça permet surtout aussi de vérifier s'il y a des éléments qui manquent ou des éléments qui pourraient être justement dans les jambes, puis de rendre la constructibilité, disons, ou de faire des délais sur le chantier lors de l'exécution. Donc, on s'est rendu compte de quelques erreurs comme ça en augmentant le niveau de détail. Puis, où est-ce qu'on avait besoin d'une réponse rapide de l'ingénieur, par exemple, en conception, de dire « Hey, là, ici, il y a telle erreur qu'on a constatée. » Puis le BIM, pour nous, chez Hydro-Québec, a facilité, vraiment, a augmenté le niveau de rapidité de réponse des gens en donnant justement accès à la maquette rapidement à tout le monde. Oui, on voit des gens ici qui ont facilité les réponses dans la salle. Fait que c'est un peu ça aussi ce qu'on fait, c'est l'augmenter le niveau de détail. Donc, tu sais, tout le monde connaît le niveau de détail dans le BIM, là, les fameux LOD. Donc, ça permet de rajouter une couche là, encore plus précise à la conception, puis d'anticiper les erreurs ou, disons, les délais qui pourraient arriver là, en chantier. Merci, fort intéressant. Ça m'amène à ma deuxième question, parce que oui, le déploiement du BIM, puis Jean-Pierre, tu l'as mentionné tout à l'heure brièvement, mais amène aussi un changement des façons de faire, un changement de processus. Il faut revoir nos façons de travailler en déployant le BIM au sein de notre équipe et avec les partenaires au sein d'un projet. J'aimerais qu'on aborde cette question-là. Comment vous avez vécu ce changement-là des façons de faire, de vos processus à l'interne en lien avec le BIM? Peut-être Jean-Pierre Trudel cette fois-ci? Donc, écoutez, pour moi, de mon côté, chez Nordastello, en fait, on a comme deux secteurs dans lesquels le BIM, on l'a exploité de façon quand même assez importante. Le premier, c'est le côté industriel. Bon, ces gens-là, en industriel, travaillaient quand même depuis peut-être une quinzaine d'années avec des modèles 3D puis tout ça, mais il n'y avait pas le volet collaboratif
qu'on a aujourd'hui, OK, avec le BIM. Donc, ces gens-là qui faisaient du 3D, oui, mais ils faisaient du 3D en silo. Donc, ces gens-là partaient d'un point où il y avait déjà quand même certains aspects du BIM, mais sans le volet collaboration. Et souvent aussi, je vous dirais que le mot BIM peut faire peur aussi à certains clients, certains projets. Puis, pour moi, il ne faut pas voir ça comme étant une fin en soi, le BIM. C'est juste une continuité, puis une suite logique d'un bon processus de travail. Donc, en ayant un modèle BIM qu'on expose, qu'on rend disponible aux clients, aux partenaires, puis tout ça, bien, on vient à ce moment-là promouvoir puis favoriser la collaboration de façon significative. Puis on n'est pas obligé de mettre l'étiquette BIM dans ça et les gens adhèrent facilement parce que ça fait juste du gros bon sens, comme on dit, là. OK? Donc, ça, c'est des aspects que il y a plusieurs projets qu'on a fait sans avoir l'étiquette BIM, puis on a vraiment favorisé le volet collaboration et ça a été des succès, puis ça a généré ce qu'on appelle du repeat business de la part de ces clients-là. Donc, ça pour le volet, je dirais, industriel, c'est un peu ce qui s'est passé. Maintenant, si on regarde le volet peut-être un peu plus, je dirais, traditionnel, non BIM, c'est-à-dire qu'on a un autre marché qui est infrastructure. Donc, on va parler des projets MTMD ou MTQ. OK? Donc, ça, c'est des projets pour lesquels le BIM est dans ses prémices. OK? C'est pas évident du tout d'embarquer dans des projets BIM dans ça. On a une conception longitudinale versus des bâtiments horizontaux. C'est pas la même chose du tout au niveau des concepts. On a du chaînage, on a tous les aspects liés, je dirais, à des plans profils qui sont requis pour, je dirais, faire la conception, puis faire tout le volet, je dirais, coordination traditionnelle qui se fait papier. Donc, on est confronté souvent dans ces cas-là à un gros changement de culture pour ces équipes-là. Et c'est pas évident. Parce que dans un cas comme ça, par exemple, je peux vous dire que sur un certain projet pilote d'un pont qui n'est pas très loin d'ici, je vous dirais que pour plusieurs personnes, ce projet-là, pilote, BIM, était tout simplement dans leur tête de dire, OK, on fait notre conception traditionnelle et à la fin, on va donner un beau modèle 3D au client. Il va être content. OK? Et dans les faits, les gens ont eu un reality check, comme on dit, et il a fallu vraiment amener la compréhension du BIM à un autre niveau. Donc, comprendre que le 3D, c'est une chose, mais c'est tellement pas ça. C'est tout le volet collaboration qui est requis et d'avoir tout le monde les yeux sur la même page ou le même modèle numérique. Et ça, c'est des changements majeurs au niveau de la culture des entreprises, OK? Au niveau de la culture des équipes. Nous, de notre côté, on avait une machine à saucisses, OK? À produire des plans MTQ, OK? Donc, de ce côté-là, c'est clair que ces gens-là, qui étaient habitués de travailler comme ça, on va dire comme on dit, ils ont pogné un 2 minutes. Puis d'après moi, ça a été plus long que 2 minutes, en fait. Donc, c'est tous des aspects qu'au niveau des équipes, ça amène beaucoup je dirais, d'inconnus, puis de gestion de changement, et ça amène aussi, je dirais, il faut réinventer les solutions. Il faut les refocuser aussi. Parce que c'est pas parce que c'est dans les demandes traditionnelles des plans réguliers que quand on fait un projet BIM, on va devoir ou on va... je dirais, il y a toujours des exigences où les gens sont habitués de produire des livrables d'une façon X. Mais là, avec une approche BIM, les livrables de la façon X, est-ce qu'ils sont toujours requis?
Donc, si je fais une coordination visuelle, par exemple, sur la base de plans profil pour les interférences, puis d'un autre côté, j'ai la même opération qui se fait avec un outil de détection de clash, est-ce que j'ai toujours besoin de mes plans profil pour la coordination? C'est des questions qu'on peut se poser. Puis vous comprendrez que les sentiers ne sont pas encore battus de ce côté-là. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut actualiser en fonction de cette nouvelle réalité-là pour ce marché-là. Donc, merci Jean-Pierre, effectivement. Puis je suis content que tu parles de changement gestion de changement, mais changement de culture, parce qu'il s'agit vraiment d'un changement de culture. Puis ça se fait à travers, je pense, de l'accompagnement et de la formation. Puis d'ailleurs, on aura cet après-midi un atelier là, qui va aborder l'aspect de la formation avec Éric notamment. Claude, je te ferais peut-être réagir là-dessus de ton côté. Oui, nous autres aussi. Donc, c'est sûr que ça a changé les façons de faire, le BIM. Donc, nous, on a commencé il y a une dizaine d'années. Si on recule il y a 10 ans, chez les entrepreneurs spécialisés, c'était plus récent. Donc, on est arrivé un peu... il y a 10 ans, le BIM, c'était une affaire des professionnels. Les entrepreneurs spécialisés, c'était difficile de s'impliquer. On avait des projets traditionnels pour demander d'avoir accès aux maquettes, mais ça nous était refusé parce que les contrats étaient rédigés de façon qu'on ne pouvait pas accéder à ça. Donc, on créait nos propres maquettes nous-mêmes là, pour pouvoir faire les coordinations plus complexes dans les salles électriques, tout ça. Donc, c'était un début difficile. Là. Donc, oui, on avait quelques projets avec Mandat BIM, mais quand on a essayé d'élargir, ça a été compliqué les premières années. Donc, ça change beaucoup la dynamique de chantier, évidemment. Tu sais, les chantiers géraient le chantier directement avec les professionnels, puis il n'y avait pas vraiment d'interaction avec les équipes de dessin, à part les ouvertures et manchons, puis les bases de propreté. Nous, les équipes de dessinateurs, c'était ça notre implication. Donc là, avec l'arrivée du BIM, ça a changé complètement la dynamique. Les contremaîtres doivent apprendre à travailler étroitement avec les modélisateurs. Les modélisateurs ont besoin des équipes de chantier pour savoir quoi dessiner, puis on travaille beaucoup plus en amont aussi. Alors, puis la visualisation 3D, je pense que c'est la plus grosse révolution, c'est ça, c'est d'avoir une image en 3 dimensions des volumétries du bâtiment plutôt qu'à d'avoir consulté 10 plans de plusieurs disciplines pour essayer de se bâtir une image en 3D dans notre tête. Mais là, directement, on a la recette tout de suite, donc on a beaucoup de gains. Puis ensuite de ça, la gestion des conflits, on les voit tout de suite, là, les problèmes majeurs qu'on peut adresser directement avec les professionnels pour les aider, travailler avec eux, trouver des solutions sur les problèmes qui apparaissent très rapidement. Ensuite, il est arrivé les outils de gestion de conflits. Donc, on peut très rapidement filtrer pour savoir c'est quoi les conflits qui sont liés à notre discipline. Et puis, la communication, beaucoup plus facile, faire des captures d'écran, des annotations. Alors, la communication a comme été bouleversée là, par rapport à ce qu'on connaissait avant avec les méthodes traditionnelles. Donc, principalement, de notre côté, c'est l'entrepreneur spécialisé, c'est ça, la dynamique a complètement changé. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup, ça prend beaucoup d'efforts BIM. Donc, c'est toujours la grosse difficulté pour les entrepreneurs spécialisés, c'est d'essayer d'établir un budget BIM, surtout pour ceux qui vont commencer. Comment essayer d'estimer l'effort ou les ressources BIM qui vont être nécessaires pour soumissionner le projet. Donc, nous, après 10 ans, même après 10 ans, on commence à analyser les données. On a un historique de données. On a des données brutes. Il faut apprendre à les analyser. C'est pas tout d'avoir des données, hein, parce qu'une donnée brute, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut être capable de les analyser. Alors que plusieurs entrepreneurs, ils font tout juste de commencer. Ils n'ont peut-être même pas de virage numérique. Donc, il y a des gros défis qui les attendent. Mais il y a des gros avantages là, à aller chercher. Merci, Claude. Marie-Claude, peut-être, je te ferai intervenir là-dessus. Oui, bonjour. Je pense que au niveau des bureaux d'architectes, on est embarqué très vite dans le Revit, la modélisation, mais pendant très longtemps, dans les équipes projet, il n'y avait pas tout le monde qui utilisait cet outil-là. Et donc, on continuait, malgré que le projet était tout modélisé en Revit, on continuait à gérer les projets et à gérer les chantiers de manière traditionnelle, selon un processus linéaire, comme quand c'était sur AutoCAD. Et dernièrement, dans les dernières années, à mesure que tous les professionnels ont adopté la modélisation,
La coordination s'est enrichie, la collaboration aussi. Et on fait maintenant des projets qui sont entièrement en BIM. Pour ma part, l'expérience que j'ai vécue depuis 5 ans sur un grand projet d'infrastructure de transport public, qui est le prolongement de la ligne bleue, on est arrivé en bureau de projet et le client voulait un projet en AutoCAD. Et c'est nous, les professionnels, qui avons poussé l'idée de faire ce projet-là en BIM. Et le client a embarqué, là, mais à 100%. Souvent, les plus réfractaires au début deviennent les plus grands alliés par la suite. Parce qu'ils challengent, ils veulent creuser, posent beaucoup de questions. Et une fois là, qu'ils sont convaincus, là, c'est vraiment les plus grands promoteurs du BIM. Alors, au début, il y avait des disciplines qui ne voulaient pas faire du BIM, qui voulaient continuer à utiliser leur façon de faire traditionnelle, mais là est arrivée la pandémie. Et virage à 180 degrés. Là, on n'avait plus le choix, là. On était tous chacun chez soi. Là, les plateformes de collaboration sont devenues hyper importantes. On n'imaginerait plus aujourd'hui une réunion de coordination où on ne se promène pas dans la maquette. Et là, tout est là. Toutes les spécialités ont tout modélisé. On coordonne en temps réel. La collaboration est vraiment intéressante. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est maintenant un acquis, là, je dirais. On ne peut plus revenir en arrière. Et il y a, au niveau des difficultés, peut-être des réticences à embarquer dans le processus, je dirais qu'il y a quelques années, c'était les écoles qui étaient un peu plus réticentes. Les gens arrivaient dans nos bureaux, puis que ce soit de l'université ou des cégeps, ils avaient appris toutes sortes de logiciels, mais pas le bon. Mais de plus en plus, maintenant, en tout cas dans les cégeps, là, je dirais que les technologues arrivent formés sur Revit, mais et dans les écoles d'architecture de plus en plus aussi. Cependant, les plateformes de collaboration, tout ce qui est multidisciplinaire, c'est encore dans les bureaux qu'on apprend ça. Et je dirais que aussi, je voulais amener le point de la multiplicité des plateformes de collaboration. Ça demande beaucoup d'adaptation quand même parce que selon les clients, selon les consortiums, selon les entrepreneurs, chacun a ses plateformes de communication. Et ça demande toujours, une fois qu'on en a appris une, c'est facile d'intégrer les autres, mais quand même, c'est quelque chose qui parfois, les difficultés, la gestion du changement est peut-être un petit peu plus difficile encore, mais on réussit toujours à rallier tout le monde, puis ça se passe bien. Donc, c'est vraiment un grand progrès dans notre milieu. Merci, fort intéressant. Federico, j'aimerais ça t'entendre là-dessus, mais juste avant de te donner la parole, je fais un appel à vous tous. Préparez-vous peut-être une petite question, s'il y en a. Je suis sûr qu'il y a des questions là, qui sont venues en tête là, à travers les échanges. Avant de passer à ma prochaine question, je vais vous interpeller. Donc, préparez-vous. Je crois qu'il y a des micros dans la salle. Approchez-vous des micros. Federico, peut-être, j'aimerais ça t'entendre sur ce changement-là que vous avez vécu aussi de votre côté. Oui, pour répondre à ta question, après presque 10 ans, nous autres aussi, un peu comme Riton, on peut dire que ça s'est quand même bien passé, la transition. Là, comme ça a été dit au début, moi je travaille pour le groupe Fayol, donc je pourrais avoir des différentes réponses. C'est pendant la compagnie que je vais prendre en considération dans le groupe, mais j'ai été invité aujourd'hui ici par la CGQ, donc puis on a déjà eu la perspective de l'entrepreneur spécialisé, donc je vais répondre plus
du côté McGill Construction. Comme on le disait, c'est pas si évident que ça pour du côté entrepreneur général, du côté exécution, les bénéfices du BIM. Donc, la façon qu'on a abordé ça, ça a été d'aller doucement. Première chose, toujours demander pour avoir des maquettes, parce que nous, en tant qu'entrepreneur général, c'est rare qu'on modélise à l'interne. Il y a certains types de projets, la modalité contractuelle a beaucoup d'impact sur les décisions, sur l'approche à l'innovation, à la technologie. Une fois qu'on avait des maquettes, ben, on a commencé simplement à les mettre à disposition de nos équipes. Et pour leur montrer comment est-ce que les BIM, les VDC, les nouvelles technologies pouvaient les aider dans leurs tâches quotidiennes, mais en même temps aussi pour avoir leur feedback, parce que dans un département BIM, on connaît quand même très bien, on est supposé d'être assez expérimenté dans l'utilisation de la technologie, du BIM, des maquettes 3D, mais on n'a pas nécessairement toute l'expérience nécessaire pour voir comment est-ce qu'une équipe de projet, un surintendant, un agent de sécurité, un chargé de projet les types de bénéfices qui pourraient en traire. Donc, on a essayé d'établir cette relation dans les deux sens. Nous, essayer de leur montrer comment est-ce qu'ils pouvaient s'en servir et en même temps récolter le plus possible du feedback à fur et à mesure qu'on faisait des projets. Donc, comme je disais, on essaie d'aller doucement pour éviter de créer juste une petite groupe d'employés expérimentés en oubliant tout le reste. On essaie tout le temps de faire avancer toute la compagnie au même rythme, avoir certains impacts dans tous les projets, peu importe les types de projets. Donc, à la fois, ça peut être des impacts différents. Il y a des projets qui l'utilisation du BIM est très, très large, très, très avancée. Il y a d'autres projets où les implications sont mineures, mais on essaie quand même de leur montrer qu'il y a toujours l'espace à des bénéfices. Et en revanche, à chaque fois qu'on réalisait des bons coups, on voyait des bénéfices tangibles, on procédait à diffuser cette information, cette connaissance le plus possible à l'interne de la compagnie, parce qu'il y a des différentes équipes. Les gens, ils ne se parlent pas trop nécessairement, donc ça, c'est important d'essayer de diffuser le plus possible les bonnes pratiques, sans oublier les compagnies externes même, parce qu'on a une industrie qui est très fragmentée. Les projets de construction typiques impliquent 20-25 différentes compagnies, des sous-traitants, des fournisseurs, des consultants, des représentants du client, les entrepreneurs. Et la bonne réussite du projet, ça dépend vraiment c'est vraiment un jeu d'équipe. Ça dépend jusqu'à certaines limites de McGill Construction, de la compagnie même. Donc, c'est dans notre intérêt aussi s'assurer que ces nouvelles pratiques, ces nouvelles technologies soient aussi acceptées, mises en place par nos partenaires. Encore une fois, ça dépend toujours un peu du type du contrat. Donc, on n'a pas toujours les mêmes moyens contractuels, mais on a essayé d'avoir cette approche très proactive et ouverte envers tous les participants sur nos projets. Puis, je pense que ça a donné des très bons résultats. Merci, Federico. Questions dans la salle? Quelqu'un voudrait... Oui, allez-y. Je vois des gens. Approchez-vous des micros. Bonjour. Question. Quels sont les défis pour transmettre la maquette 3D du concepteur à l'entrepreneur? Dans le fond, on dit avec Jean-Pierre Trudel qui conçoit avec une maquette 3D, avec un BIM, et transfère ça à des entrepreneurs. Comment que la passation se fait entre les deux joueurs? Très bonne question. Si je peux, on est là-dessus. Nous, chez Hydro-Québec, évidemment, c'est une question aussi de propriété intellectuelle, de ce qui fait foi. Aujourd'hui encore, avec l'Ordre des architectes, avec l'Ordre des ingénieurs, c'est encore le fameux papier, signé, scellé. Donc, nous, on fait signer un papier pour les concepteurs qui nous permet, si on peut dire, donc on demande l'accord qui nous permet de transmettre la maquette, mais à titre seulement informatif pour les appels d'offres. On la transmet aussi à l'entrepreneur pour une augmentation de niveau de détail. Donc, si eux veulent partir de nos maquettes, ils peuvent partir de nos maquettes, ils peuvent
partir de zéro aussi s'ils veulent. Donc, c'est quand même un sujet assez complexe là, qu'il faut traiter, si on peut dire, de manière juridique là, pour l'instant. Il faut amener les ordres professionnels qu'on se dote d'outils pour pouvoir signer, sceller une maquette 3D qui nous permettrait à ce moment-là de la transmettre sans aucune réticence là, pour la construction à l'entrepreneur. Donc, c'est ce qu'on fait en ce moment. Nous, on signe disons, si on peut dire une décharge de responsabilité, de dire on vous offre cette maquette-là pour faciliter votre appel d'offres, votre compréhension du projet, mais ça reste encore, disons, à travailler. Jean-Pierre. D'autres qui veulent rajouter là-dessus. Ben, c'est vraiment une super question. Il y a des éléments bloquants, évidemment, mais honnêtement, on se met des bâtons dans les roues, là. C'est incroyable de travailler si fort en amont, de planifier autant, puis ensuite de ça, d'aller cocher dans des usages autorisés que, genre, tu peux juste la regarder. Je pense là, il faut vraiment travailler plus fort là-dessus parce que il y a des choses qu'on modélise tellement précisément. Des fois, on dépasse largement les niveaux LOD qu'on nous demande parce qu'on juge que c'est pertinent de le faire pour le bien du projet, pour l'avancement du projet. Et ensuite de ça, on cache ou on n'a pas le droit de le faire pour des raisons de responsabilité professionnelle. Puis je le comprends, puis je suis le premier à défendre ça, mais il faut trouver comment on peut se libérer de ça, en fait. Jean-Pierre, tu voulais intervenir? Ben non, c'était exactement ça que j'allais dire. C'est un peu ça l'enjeu. Là. On est obligé présentement parce que des fois, la méthode de travail, par exemple, dans Revit, fait qu'on est obligé, par exemple, de dupliquer certains éléments pour que les automatismes du logiciel fonctionnent. En électricité, pour que, par exemple, je puisse raccorder un deuxième circuit sur une prise, je suis obligé d'en avoir une deuxième. Si les gens du côté de l'entrepreneur se servent de ça pour compter les quantités, ben là, ils vont faire une erreur. Fait qu'il faudrait qu'on imagine une façon, à un moment donné, de leur expliquer comment le modèle en conception a été monté pour qu'ils puissent aller chercher la bonne information puis que ça ne les induise pas en erreur. C'est un peu ça la fonction de cette lettre-là, c'est de dire, bien, il y a des choses qu'on a faites d'une certaine façon que si vous n'êtes pas conscient de ces mécanismes-là, puis là, vous allez chercher cette information-là, mais vous allez commettre des erreurs. Donc, c'est un peu autour de ça, il faut qu'on, dans les prochaines étapes, bien, que l'industrie trouve des solutions, je pense. D'où l'importance de encore plus communiquer. C'est pas parce qu'on fait du BIM qu'on n'a plus besoin de se parler. Et au contraire, pour être en mesure d'en profiter au maximum. Je regarde le temps. Autre question? Donc, c'est ça. Au niveau de cette question-là, je trouvais que c'est vraiment d'actualité. Les gens ont peur de montrer leurs choses. L'information qu'on reçoit est sensible. Le partage est difficile. Puis ça va à l'encontre du BIM, qui devrait être un partage pour voir qu'est-ce qui se passe, s'il y a un équipement qui fait défaut, de pouvoir partager l'information avec les autres. Fait que si on reçoit des maquettes qui sont LOD 500 puis qu'on commence à partager ça, bien, les entreprises ont peur pour leur propriété intellectuelle. Fait qu'au niveau juridique, même si on a une approche juridique puis qu'on dit on signe... je ne suis pas sûr que les entreprises sont si ouvertes que ça aujourd'hui. Puis, l'autre chose, il y avait le point qu'au niveau des plateformes, Mme Leblond en a parlé tantôt, le choix des plateformes, c'est diversifié. On ne s'y retrouve plus. À un moment donné, on essaie de faire des mariages et ça ne fonctionne pas. Donc, d'avoir des gens qui sont formés Revit, d'autres qui sont formés CATIA, faire des maquettes, parce que le BIM, ce n'est pas juste la maquette. C'est l'ensemble. La plateforme de communication est hyper importante. Fait que je ne me suis pas présenté, Benoît Dionne de chez Hydro-Québec. Fait que le choix de la plateforme, ça prend du temps. Puis on dirait que les informations d'en haut versus les informations d'en bas, bien, on y prend en sandwich puis les décisions ne se prennent pas. Ben, j'ai passé un message en même temps. Fait que puis finalement, il y a une chose que je trouve importante, puis vous en parlez, la communication, mais la communication aux travailleurs. Travailleurs, c'est toute la chaîne, là. Je parle de la direction jusqu'en bas. Mais quand on est en bas, là, on devrait se préoccuper de dire « Hey, c'est le fun, on a une maquette. » Pas de la prendre après le projet. « Ah, il y avait une maquette. » On est déjà en retard. Il y a une maquette. On a pensé aussi... au niveau planification, de voir avec les employés, niveau sécurité, santé-sécurité. Quand on fait du 4D et qu'on a du déplacement d'équipement, bien, de s'assurer qu'il y a une protection.
on vient intéresser l'employé à faire moins d'efforts, aussi moins risquer sa vie. Donc, c'est des points importants qui ne sont pas nécessairement communiqués via le BIM. Fait que c'est ce que j'avais comme point. Fait que je vous laisse... Donc, je comprends qu'il n'y a pas vraiment de questions, des commentaires et un message. Merci. C'est bon. Peut-être une dernière question, je m'excuse, et après ça, on enchaîne. Le micro. Merci. Donc, César Benavides, ingénieur civil chez Hydro-Québec. Moi, j'ai beaucoup aimé ce que M. Jean-Pierre Rivard avait dit concernant qu'au début, il y a plus de travail du côté de la conception. Donc, je voulais zoomer un petit peu plus sur cette partie-là. Donc, avant qu'on soit dans un mode BIM, dans votre expérience, c'était quoi les ratios ingénieurs-techniciens? Puis, quand on commence à développer BIM, j'imagine qu'il y a un petit peu plus de personnes, là, peut-être un petit peu plus de techniciens, je ne sais pas. Donc, ça marche comment dans votre expérience? C'est pas tant au niveau des ingénieurs et des techniciens que ça change, c'est au niveau plus dessin. Moi, des dessinateurs, j'en ai presque plus parce que pour être en mesure de faire un bon travail de coordination, il faut comprendre ce qu'on met en plan. Donc, ça prend des gens qui ont des connaissances techniques plus élevées que ce que, par exemple, un DEP en dessin apporte. On a des dessinateurs qui s'en sortent parce que des fois, les gens ont un profil où ils veulent apprendre, puis à travers la modélisation, ils apprennent la technique, puis ça fonctionne. Mais nous, ce qu'on fait beaucoup, on intègre nos techniciens, donc c'est eux qui ils font leur conception puis ils la mettent en plan en même temps dans le logiciel, mais on intègre beaucoup nos ingénieurs aussi. Donc tous les jeunes ingénieurs qui sortent de l'université, on les fait entrer en matière par l'intermédiaire du BIM. Donc ils apprennent à manipuler les outils. On le fait comme ça aussi parce que de plus en plus, tous nos calculs passent par là. Donc nos notes de calcul, souvent, ils vont partir d'une extraction qu'on fait des maquettes. Donc, il faut qu'ils apprennent à s'en servir, il faut qu'ils apprennent à jouer avec le data. C'est pas seulement une question de dessin, c'est vraiment une question aussi de mettre l'information technique dans le modèle. Puis ça, c'est pas un dessinateur qui peut faire ça, malheureusement, c'est souvent l'ingénieur qui fait les calculs, qui va lui-même apporter l'information. Donc, au niveau du milieu de production, la grande différence aujourd'hui, c'est que des dessinateurs, j'en ai presque plus, puis j'en aurai probablement plus, j'en ai plus besoin. Ce que je veux, c'est que mes techniciens et mes ingénieurs s'impliquent. Je veux qu'ils soient dans le modèle, puis je veux que ça soit leur principal outil de travail, en fait. Merci. Merci, Jean-Pierre. Oui, rapidement, puis après ça, je vais essayer d'être vite. Je trouve que c'est un petit peu ça, la difficulté de l'adoption du BIM. Tu sais, on sait que, mettons, ça va coûter 1 million en conception, 10 millions en construction, 100 millions en exploitation. Tu sais, je pense que si on fait juste calculer vite, là, le gars qui va dépenser 100 millions dans son exploitation, il prend un petit, mettons, je sais pas, 1 million qu'il donne à la construction, puis qu'eux autres leur donnent peut-être un petit 200 000 de plus au concepteur, mais je pense que le gain potentiel en exploitation est phénoménal au niveau de, comme ce que Jean-Pierre fait, de rajouter de l'information, de la métadonnée dans ces éléments conçus. Je pense que ça vaut vraiment la peine, mais je pense qu'il faut éduquer l'exploitant, de dire « Hey, regarde, ça va coûter un petit peu plus cher, donne-moi un petit peu plus d'argent, mais sur la longueur d'années d'exploitation, tu pourras sauver des millions de dollars, tu sais. » Mais on a peur de donner quelques 100 000 de plus aux concepteurs pour faire le travail. Fait que je pense qu'il faut se poser ces questions-là, de changer un peu comment on transvie de l'argent de saut de place. Voilà. Ça m'amène, ça fait un bon pont parce que lorsqu'on parle du BIM, on parle nécessairement d'un transfert ou d'un déplacement des efforts en amont des projets pour créer un gain plus tard. Ça, c'est le pari du BIM. Donc, on veut se coordonner, on veut avoir une meilleure information plus tôt dans le projet. Vous l'avez mentionné au passage. Est-ce que ce pari-là, est-ce que vous avez des exemples de gains concrets d'avoir déplacé les efforts en amont et le gain qu'on a pu constater plus tard en cours de réalisation? Peut-être, Alexandre, je veux t'entendre là-dessus.
Allô? Bonjour, Alexandre Dehoux de la Ville de Québec. Merci Steve pour la question. Si on interprète la question dans le sens, est-ce qu'on a des préoccupations comme donneur d'ouvrages publics, puis je parle pour le service de la gestion des immeubles, qu'il y a un surcoût maintenant sur les projets à cause de ce qu'on a investi en amont, puis qu'au final, entre parenthèses, le projet va nous coûter plus cher? Pas du tout. À la Ville de Québec, on est convaincu que cet investissement-là des efforts en amont et le processus BIM viennent créer des bénéfices, notamment en réalisation et surtout en exploitation dans notre cas. Donc, pour répondre à cette question-ci, non, on est convaincu. Cela dit, comme beaucoup le savent, c'est dur à quantifier. C'est dur. Les indicateurs de performance sur les bénéfices du BIM sont interprétables, sont difficiles à s'entendre. Un problème évité en conception a coûté 0$ et 0 jour au chantier. Donc, de ce point de vue-là, je le reconnais, mais cela dit, à la Ville de Québec, on a quand même des bons témoignages de nos équipes de projet, de nos collaborateurs professionnels, entrepreneurs et de nos équipes d'exploitation que, oui, il y a un partage de l'information efficace entre ces phases de projet-là et on pourrait dire un petit plaisir dans les projets maintenant, puisqu'on pourrait dire qu'ils roulent un petit peu plus rondement. Cela dit, on reconnaît qu'effectivement, il y a une augmentation des efforts en amont. Nos hypothèses seraient les suivantes, qu'effectivement, la discipline électromécanique a plus d'efforts, on pourrait dire, à mettre sur les maquettes. À la Ville de Québec, on a des usages de base, là, évidemment, collaboration, coordination, programmation, un peu comme tous, mais on a aussi des exigences de programmation, de codification des équipements, par exemple. On a une liste de plus de 200 équipements, surtout mécaniques pour notre exploitation, que c'est vrai que ça vient aux équipes mécaniques, aux entrepreneurs spécialisés en mécanique de venir détailler selon nos exigences. Donc, effectivement, c'est un investissement. On reconnaît qu'il y a des efforts qui sont supplémentaires. Autant, je parle de mécanique électrique, mais effectivement, l'architecture fait la gestion de ce processus-là global. Cela dit, à la Ville de Québec, on fonctionne par appel d'offres public, on pourrait dire du plus bas soumissionnaire. Donc, on n'est pas, par exemple, tenu au décret, des choses comme ça. Donc, on espère que chaque fois qu'on a des soumissions des professionnels ou des entrepreneurs, qu'ils vont mettre le juste prix. BIM, c'est ce qu'on le souhaite. On ne veut pas qu'il y ait besoin de, on va dire, en grosse parenthèse ici, couper les coins ronds. Le point de Jean-Pierre était aussi bon plus tard quand il parlait d'automatisation, d'essayer de programmer les maquettes. Trouver une sorte de edge compétitif, c'est ce qu'on espère que les maquettes peuvent vous offrir. Mais cela dit, on le reconnaît. C'est les processus, on pourrait dire, d'appel d'offres qui sont bâtis tels, qui mettent en place des fois cette difficulté-là. Mais c'est encore très embryonnaire, mais à la Ville de Québec, on commence à évaluer peut-être le déploiement d'un projet pilote qui pourrait suivre un processus plus, on pourrait dire RPI, une réalisation de projet intégrée, dans un horizon plus à moyen terme. Là, on pourrait peut-être voir ici là, une sorte de partage des bénéfices entre les professionnels mécaniques en conception qui a facilité par la suite une réalisation pour l'entrepreneur. Donc, ça pourrait être les axes, mais c'est une excellente question, puis c'est drôle, les questions l'ont apporté. Merci beaucoup. Merci, Alexandre. Je sens une certaine présence derrière moi. Ça fait que, Federico, je te laisserai peut-être, tu vas avoir le mot de la fin, je voudrais t'entendre là-dessus, sur les gains là, de ce déplacement-là, de l'effort en amont, là, du côté de l'entrepreneur. Oui. Premièrement, je suis d'accord, c'est difficile établir des paramètres pour comparer les gains des productivités ou quelconque. C'est la construction, la gestion de la construction, c'est complexe, c'est compliqué. Un projet de construction, chaque projet essentiellement c'est un nouveau prototype. C'est impacté, les succès d'un projet est impacté par des facteurs internes, externes, les équipes, quelle équipe tu as utilisé, les professionnels. C'est pas exclusivement des problèmes techniques. Les types de contrats, les types de clients, l'emplacement du projet, etc. Ceci étant dit, je suis aussi d'accord que les bénéfices sont clairs. Nous aussi, on en est convaincus. Encore une fois, probablement, tout dépendant du type de projet, donc pour des donneurs d'ouvrage qui finissent par devoir gérer leur actif, comme peut-être Hydro-Québec, la Ville de Québec, la Ville de Montréal, la SQI. C'est clair qu'il y a des bénéfices pour ces entités. La majorité des coûts sont probablement en gestion d'actifs.
C'est pas toujours le cas, par contre. Donc, de notre côté aussi, quand on peut, évidemment, déplacer ou anticiper les efforts et dans les coûts en phase de design, quand on peut le faire, on le fait s'il y a des avantages plus tangibles, donc des projets hautement complexes, par exemple. Dans ce cas-là, ça vaut la peine résoudre le plus possible en amont ces problématiques. Mais pour faire un exemple, dans du résidentiel répétitif, c'est pas qu'on n'a pas de problème technique, c'est pas que les technologies et l'innovation n'apportent pas des bénéfices, ils les apportent, ils apportent toujours des bénéfices. C'est des bénéfices qui, comparés aux difficultés de ces projets typiques, sont plus marginaux. Donc, dans ce cas-là, on parle plus des problèmes de financement, d'approvisionnement, de gestion de la main-d'œuvre. Donc, c'est pas nécessairement la difficulté à coordonner des grosses salles mécaniques ou de se coordonner avec de l'existant. Alors, dans certains cas, gérance résidentielle, commerciale des fois, c'est moins intéressant d'anticiper des investissements ou augmenter les investissements en amont. Mais dans d'autres projets, un hôpital, l'infrastructure, réfaction, travailler dans l'existant, l'industriel lourde, c'est clair que mettre plus d'efforts en amont, ça va aider à assouplir la courbe des complexités tout au long du projet. Et ça vaut l'investissement, surtout dans les cas des contrats où on peut aussi apporter une meilleure collaboration, typiquement le design build ou les nouvelles modalités contractuelles aujourd'hui qu'on est en train d'expérimenter au Québec. C'est sûr que si c'est un forfaitaire ou si c'est une gérance, d'une perspective d'entrepreneur, on a moins mais dans le cas de la gérance, on a moins de risques, par exemple, donc moins d'intérêt à investir de nos poches. Et dans le cas des forfaitaires, il y a d'autres complexités qui font en sorte que c'est un peu plus difficile déplacer des sommes d'argent tout au long du projet. Mais peut-être là-dedans, ça rentre dans une discussion qui va être un peu trop longue. Effectivement. Puis tu as mentionné au passage des projets moins complexes mais répétitifs, par exemple l'habitation. Le gain est sur la capacité que ça nous amène à se tourner vers de la préfabrication et de l'optimisation de notre réalisation. Mais une toute autre discussion qu'on aura une autre journée. Merci énormément. On aurait pu continuer comme ça à jaser, je pense, un bon bout de temps. Merci de votre présence. Merci d'avoir accepté l'invitation. On va vous réinviter pour poursuivre tout ça. Merci. Merci, Steve.